bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine Toulouse et vous. On est ensemble pendant 1 heure. On va y parler, comme chaque semaine, de politique, de social, des tas de choses, des sorties. De Batavia. De musique, de Batavia, pourquoi pas. Oui, Cédric, comment ça va? Bah écoute, ça va, oui. Enfin, quand on va parler de plein de choses, on va pas être que deux à parler. Non, on a parce des que, invités. Voilà, nous aurons toute la partie Culturez-vous grâce aux collègues de Regard. Nous aurons Mina tout à l'heure avec nous, qu'on embrasse. Très content de la voir. Voilà, on pourra parler sortie grâce à Léo de Pinkin. Je le redis, les décors ne sont toujours pas de Roger Hart. Les costumes ne sont pas de Donald Cartwell. Moi, mon t-shirt, c'est du Macarel. Ma boucle d'oreille, c'est du Diva de la Pampa que j'embrasse. Et la réalisation de tout ce beau décor, c'est grâce à l'équipe de la Recbox qu'on remercie. Il fait un travail exceptionnel. Exceptionnel. Déjà, c'est de nous supporter, de réussir à supporter deux gars qui n'ont pas l'habitude des conducteurs. Ou quelques secondes avant le générique, je disais, de quoi on pourrait parler là? J'ai envie de parler des agriculteurs. On va en parler des agriculteurs parce que il y a des appels à manifestation. On va, je pense, avoir encore un hiver de manifestations des agriculteurs. Ça a commencé en plus en région Occitanie. On a eu un Premier ministre, quand c'était Gabriel Attal, qui est venu leur parler en Haute-Garonne, justement, venu leur parler. Et on se rend compte que... entre-temps, il y a eu l'État, ça a fait pchit, ça a fait boum, on a changé les ministres, tout le monde. Donc, est-ce que les promesses seront tenues? Il y a le Mercosur qui débarque en plus au milieu du débat. Toi qui es de la terre, Cédric, toi qui es d'Ariège, toi qui et moi aussi qui moi, bien. Je peux pas en parler. C'est ainsi l'agriculture la plus rentable en Ariège, elle est pas légale. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est bien de le dire. On en fera un sujet de ça aussi, je pense. Bon alors, là l'agriculture qui va mal, on est surpris, pas surpris? Bon non, on n'est pas surpris. Voilà, de toute façon, s'il y avait que l'agriculture qui allait mal, tout va mal. Pour ça, Alex, pour ça, en fait, il nous faudra un avis politique. Encore un avis politique, c'est vrai, parce que nous avons avec nous... parce que la politique, c'est rigolo. De retour, Guillaume d'Almeida Chavez, de la région Occitanie, conseiller régional jeune, vie lycéenne et étudiante, qu'on aime bien avoir avec nous. Vous verrez souvent des politiques qui vont être récurrents, je pense, pour pouvoir revenir avec nous sur des sujets d'actualité et qui les touchent aussi. Parce que la politique est à récurrer, donc on prend des politiques récurrents. Exactement. Vous, Guillaume, les agriculteurs, bon, c'est un cheval de bataille aussi, hein, qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue région? En quoi ça consiste? Comment vous voyez les choses côté régional? On a eu une crise, il n'y a pas longtemps, des agriculteurs. Surtout qu'en plus, la région Occitanie est quand même déjà l'une des premières régions viticoles depuis qu'il y a eu la fusion, et qu'en termes d'agriculture, on est quand même... Il y a de la matière. On a de la chance d'avoir une région où c'est qu'il y a énormément d'agriculteurs dans sa diversité. Il y a, qui est malgré tout avec une région qui a de grosses contraintes météorologiques. Je pense notamment dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse. Et on a eu une crise il n'y a pas longtemps des agriculteurs. Moi, je les avais reçus. J'ai reçu les jeunes agriculteurs du Nord toulousain durant cette crise. Ils m'ont exprimé leurs difficultés, que je partage totalement. Je viens d'une famille, j'ai des membres de ma famille qui sont vignerons dans l'Aude. Voilà, mon grand-père était agriculteur. Je connais la vraie vie, mais à l'heure actuelle, on leur avait fait des promesses. En tout cas, le président de la République leur avait fait des promesses. Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont les paroles? Voilà, c'est ça aussi. On revient là, les agriculteurs vont se mobiliser dès lundi prochain sur un autre sujet, mais le sujet des agriculteurs, il est essentiel, puisque derrière, c'est pas seulement les agriculteurs qu'il faut penser. C'est à nous tous, parce que les agriculteurs, ils permettent à tous de manger bien, locaux. Ils permettent d'agir sur l'environnement. Ils permettent d'agir sur tout. Et rappelez-vous, il fut un temps, on parlait... de la crise Covid, on était tous allés justement vers d'aller plus proche, d'aller chercher chez le commerçant le plus proche, d'aller chez l'agriculteur du coin, aller chercher sa salade. Parfois, on a perdu ces réflexes. Je pense que c'est des réflexes à retrouver, mais c'est surtout aussi à des politiques nationales d'encourager nos agriculteurs, d'encourager de consommer locaux, de consommer français. Et surtout aussi, il faut aussi savoir défendre français, d'accompagner les agriculteurs quand il y a des difficultés.
Dans les Pyrénées-Orientales, il y a une grave crise sur la sécheresse. Il faut accompagner les agriculteurs, justement, soit sur la transition de la manière de faire l'agriculture, soit sur le changement, de réfléchir vraiment qu'est-ce qui doit être fait sur ces terres, mais aussi d'accompagner sur la réalisation de travaux. Juste dire qu'on enregistre, nous sommes le jeudi 14 novembre, parce que vous avez dit lundi. C'est pas grave, c'est que c'est comme ça. C'est vrai que de toute manière, je pense que ce sera pas apaisé avant 2025. Moi, j'aimerais t'annoncer jusqu'au on espère vous décembre. mentir. Voilà. On espère qu'au moment où cette émission sera diffusée, tout ce qu'on a dit n'est plus d'actualité. Voilà, mais bon. Justement, la question, est-ce que la solution, elle est vraiment nationale? Je m'explique. Il y a peut-être une logique qui devrait se mettre en place en France, qui est une décentralisation, mais une vraie. Parce que la problématique agriculteur, tu disais, toi, t'as de la famille vigneron dans l'Aude. La problématique d'un vigneron dans l'Aude, c'est pas la même que celle d'un berger au fin fond de ma montagne ariégeoise, qui n'est pas la même que celle de quelqu'un qui est dans le centre de la France, là, le territoire bizarre où ils ont pas de montagne, je sais pas comment ils font, que quelqu'un qui fait un truc en Alsace. Donc, est-ce que justement, il ne faudrait pas réfléchir la chose, s'appuyer sur les politiques locales, les politiques de terrain? Pour la réalité, je vais faire un parallèle un peu idiot, mais moi, par chez moi, par exemple, il y a des gens qui roumèguent sur la réintroduction de l'ours. Moi, j'en ai parlé à des bergers qui me disaient, mais ils nous en auraient parlé. On prend en Italie, ils ont réintroduit les loups. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une politique derrière pour aider les pastres, pour les aider à avoir des chiens, à embaucher des bergers et tout ça. Est-ce que faudrait pas qu'il y ait une remise en cause du jeu politique et que tout ça, ça parte en local? Alors là, je vais être parfois en désaccord, parce que le sujet, c'est les agriculteurs. En effet, qu'on soit agriculteur dans l'Aude, dans l'Ariège, où on a chacun nos problématiques. Mais malgré tout, on est tous soumis à certaines difficultés administratives. Je pense que c'est surtout, ça fait partie des revendications qu'il y avait lieu. Moi, je pense notamment à l'Europe aussi, parce que souvent le sujet des agriculteurs, ils vont pas vous parler, ils vont vous parler de la région, mais surtout de la PAC, de la fameuse PAC. Qui a voté la PAC? Il faut regarder. Après, on y a gagné, parce qu'il y a un truc que les gens ont oublié depuis qu'il n'y a plus l'Angleterre, c'est que ce qui touchait quand même le plus la PAC, c'était la famille de Windsor. Voilà. Parce que voilà. Il faut une nouvelle PAC, mais il faut regarder qui a voté la PAC. Et là, je vous regardez les votes, regardez qui a voté pour. Et souvent, c'est ceux qu'on entend le plus qui l'ont mis en place. Mais ce qu'il faut réfléchir, c'est accompagner les agriculteurs dans leur démarche administrative, parce que la lourdeur administrative pour avoir des financements pour un agriculteur, elle est extrême. Pour l'avoir, moi j'ai voulu justement faire une immersion. J'ai fait une demi-journée où un agriculteur, pas très loin d'ici, à Verfeuille, m'a montré comment il fallait faire pour avoir une subvention sur ce sujet. Il lâche. Quand on est agriculteur, on est généralement, parfois on est 2, 3 maximum, on n'a pas une grande entreprise derrière, on n'a pas un expert comptable, on n'a pas tout ça. Il faut faciliter. Mais après, derrière, il faut réfléchir. Moi, je pense surtout, en effet, il faut du local, oui, mais il faut surtout de la concertation avec le local. Donc, il faut des mesures nationales, mais qui sont faites avec les territoires. Elle peut être une politique décentralisée. Moi, je signe de suite. On en est la décentralisation, il faut qu'on y travaille en France sur de nombreux sujets, la santé, l'agriculture, il y a plein de sujets où c'est qu'on doit décentraliser. Sachant qu'on est très nombreux à être d'accord sur ce sujet. Mais voilà, il faut le mettre en place. Mais pas une décentralisation à demi-mot, une vraie décentralisation. Mais il faut, quand c'est national, il faut des concertations. Quand on voit que des chambres agricoles ne sont pas associées, c'est vraiment, il faut travailler dans le collectif, dans l'intérêt de tous. Après, il y aura des spécificités où on ne pourra pas répondre. C'est vrai qu'un vigneron, même, moi je vais vous dire, dans l'Or toulousain du Frontonnet, quand on va dans un vigneron à Fronton ou juste à côté, on va à Vaquier, c'est peut-être pas les mêmes problématiques, mais pourtant on peut mutualiser des choses. Donc il faut travailler. Là, il parle quand même d'un coup de poignard. Les agriculteurs dénoncent le traité Union européenne, Mercosur. C'est vrai qu'on parle de concurrence quand même déloyale. L'Europe est censée nous protéger de ça. On voit que certains pays disent, tant pis, moi je vais faire quand même comme j'ai envie. Au sein de l'Union européenne, je pense à l'Espagne, tout ça. Donc, est-ce que c'est, quand on dit national, régional, à nous aussi de dire un petit peu à l'Europe, attention, vous signez des traités qui risquent de mettre nos agriculteurs en péril, parce qu'aujourd'hui c'est surtout ça qui est retenu, c'est le fait qu'on dit que l'Europe donne beaucoup d'argent aux agriculteurs, mais on donne aussi, je crois, plus d'argent à l'Europe que ce qu'elle rend finalement aux agriculteurs. Et puis ça dépend aussi c'est un peu pareil avec l'État. Ouais, c'est ça, mais ça dépend en plus des agriculteurs, parce qu'il y a agriculteurs, paysans, gros agriculteurs, petits agriculteurs. Là aussi, c'est un sujet, je crois. C'est un sujet. Après, sur l'Europe, dernièrement, il y a une élection européenne. Là, il y avait un sujet.
Oui. C'est ça qu'il fallait mettre. Moi, je vous le dis clairement. C'est pour ça que le vote est important, parce qu'il y a des orientations politiques, des orientations budgétaires derrière qui en concluent. Et ça, c'est le choix qui est fait. Il y avait une possibilité de... On est sur une Europe qui a toujours été dirigée par la droite. C'est un choix. C'est comme ça que c'est fait. Je le regrette, hein. Mais en effet, c'est une orientation qui est mise en place. Et sur l'accord à l'heure actuelle, il n'est pas acceptable. Parce qu'en effet, quand on est français, on doit défendre en effet ses agriculteurs. Et à l'heure actuelle, le traité ne le permet pas. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie? Alors, je vais citer un eurodéputé, François Fonsi, eurodéputé corse, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, qui m'avait fait une réponse magnifique, qui m'avait dit, mais en France, quand il y a un problème, on va dire c'est Sarkozy, c'est Hollande, c'est Macron. En Europe, on vous dit c'est l'Europe. Vous voulez éviter d'avoir des problèmes en Europe et d'avoir une Europe libérale. Je vais vous donner un conseil, ne votez pas pour des libéraux et vous n'aurez pas une Europe libérale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie? Parce que justement, les dernières élections européennes, elles ont amené justement la dissolution de l'Assemblée et tout ça. Si on écoutait la France, ça y est, l'extrême droite avait gagné en Europe. Alors que si on regarde à l'échelle européenne, dans l'absolu, l'échiquier politique, il n'a pas changé tant que ça. Donc les Français ont peut-être tendance aussi à un moment donné à se concentrer un peu trop, on va dire, sur leur nombril pour rester poli au niveau de l'orifice choisi. Je pense qu'il y a plusieurs manques. Il y a le manque de citoyenneté, mais qui est dès les plus jeunes âges. Où sont les cours de droit civique? Est-ce qu'ils sont toujours maintenus? Là, c'est le système éducatif. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? C'est aussi un autre sujet. Derrière, mais sur les dernières élections européennes, qu'est-ce qui a été fait? Ça a été voulu par une partie des politiques de ne pas faire un débat européen. On a très peu parlé Europe, on a parlé de certaines personnes, on a parlé plus d'images en effet, on a parlé de Bardella, on a parlé de certains noms, de Raphaël Glucksmann, mais derrière on ne parlait pas des vrais enjeux qu'il y avait derrière, parce qu'en effet, quand on vote les libéraux, ils vont tous s'allier derrière. C'est eux qui choisissent derrière de mettre en place des politiques avec cet accord. Derrière, il y avait une possibilité qui était c'était vraiment une gauche qui permettait, qui est le deuxième groupe en Europe et qui permettait de faire barrage à cette droite libérale. Mais c'est un choix qui est fait. Manque de pédagogie. Après, il y a aussi il y a l'importance des médias et c'est aussi important d'expliquer derrière parce que c'est sûr que quand on regarde BFM TV ou des chaînes comme ça, si on regarde encore plus CNews, parfois on peut être influencé. Mais c'est important. Ou France Info. Mais c'est important de travailler là-dedans. Tous. Non, pardon. J'ai besoin de mon téléphone justement parce que on parle de l'agriculture et il y a aussi le salon de l'agriculture, le salon régional de l'agriculture qui se déroule du 13 au 15 décembre. C'est au Mythe de Toulouse, le salon Régal. Vous y invitez d'ailleurs. Ah bon, on va y aller. Pensez bien. C'est gratuit, c'est 650 produits régionaux, près de 230 producteurs et exploitants, 2 nocturnes pour se régaler jusqu'à 22h. La région Occitanie est partie prenante. Justement, est-ce que c'est bien que ça soit gratuit? Parce que moi, j'ai connu le Régal, on l'a eu fait en tant que journaliste. Ça s'appelait le 6K à l'époque. Oui. L'entrée était à un prix tout à fait abordable et de toute façon, il y a des places à gagner. Et du coup, ça coûtait moins cher pour les exposants et il y avait des petits exposants. Moi, je sais que le Régal, la dernière fois où j'y suis allé, le petit producteur, justement, dont on parlait, qui n'a pas de moyens et il peut pas se payer le prix du stand. Et donc, on se retrouve avec des boîtes qui, certes, sont locales, mais qui ont pas forcément besoin d'exposition. Donc, est-ce que peut-être le Régal, il serait pas revoir? T'as vu, j'arrive à polémiquer surtout. C'est vrai. Ça tombe bien parce que vous savez, je pense peut-être qu'on en parlera, mais l'État décide de couper les subventions des collectivités. Et donc, le Salon Régal, est-ce qu'il faut y réfléchir? Je ne sais pas. Moi, je suis délégué aux questions de jeunesse, mais en effet, il peut y avoir des réflexions sur ce sujet. Mais moi, je pense que malgré tout, le Salon Régal, qu'est-ce qu'il doit garder comme valeur? C'est l'agriculture à tous et à toutes. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas payer 10 €. Parce que malgré tout, même des fois, 2 €, tout le monde ne peut pas se le permettre. Des fois, je veux pas qu'on ait à choisir entre aller dans un salon et choisir un plat de pâtes. Et c'est ça qu'il faut réfléchir aussi. Donc, c'est sûr que des fois, les 2 € peuvent être symboliques pour certains, mais on ne s'imagine pas le nombre derrière que cela peut entraîner. Et je sais que la différence entre la tarification, quand c'était en effet payant symbolique pour certains, et la gratuité, on a vu le nombre de visiteurs augmenter. Et je pense que c'est ça surtout l'objectif du Salon Régal, qui est plus un salon pour tous de l'agriculture et de vendre justement l'agriculture. C'est vrai que ça a un coût pour les agriculteurs qui veulent s'exposer,
mais derrière, ça permet au large public de découvrir déjà le monde, parce qu'il y a certes, il y a des exposants, mais il y a aussi les animaux, il y a aussi comment on forme, c'est aussi ça. Justement, alors on en parlait lors d'une autre émission du côté politique. On parle là justement des solutions locales. On s'aperçoit un truc, c'est que, alors, il y a les combats politiques de partis, il y a justement les choses locales. On l'a dit, là, l'État a clairement dit, bon, ben, les collectivités territoriales, faut faire des économies, on va couper. On s'aperçoit qu'il y a des rapprochements qui justement dépassent le côté politique, tant que c'est un côté démocratique. Je veux dire, la région, par exemple, arrive à travailler avec la mairie de Toulouse sur certains projets, avec le département. Bon, région-département, on est sur la même couleur politique. Mairie de Toulouse, je crois pas que Jean-Luc Moudin est devenu socialiste, ou alors il m'a pas prévenu, quoi. Mais il y a quand même une possibilité, justement, de rapprochement entre les collectivités. Donc, le plus important dans ce genre de cas, c'est, comme on le disait, la politique, plus que la tendance. Quand on agit en politique, vous savez, moi, le premier, quand j'ai été élu, j'ai décidé de faire une tournée des maires. Je ne me suis même pas renseigné sur quelle politique était le maire. Et je pense que c'est ça la solution. C'est de réfléchir dans le concret, sans arrière-pensée, et d'avoir quelle est la meilleure solution en gardant ses valeurs. Parce qu'on a tous des valeurs, et on les défend, mais après, en effet, on peut travailler très bien. La région travaille très bien avec le conseil départemental, elle travaille avec la mairie de Toulouse, et elle travaille avec l'ensemble des collectivités, oui. Après, il y a des collectivités, pour être très honnête avec vous, qui sont plus compliquées que d'autres. Oui, la mairie de Béziers, ça doit pas toujours être simple. Il y a des mairies ou qui parfois refusent, même il faut se le dire, il y a des mairies qui refusent un soutien de la région. C'est-à-dire que même quand on leur apporte un apport financier, ils sont capables de refuser ça. Ou alors, quand moi je vois des élus de la région, d'une étiquette d'extrême droite, qui refusent de voter toutes les subventions, par exemple, je peux vous donner des exemples, sur les associations sportives, on les refuse toutes, sauf celles de communes qui sont de notre bord politique. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, on fait pas de la politique on choisit pas en fonction de sa couleur politique. On choisit pour l'intérêt général. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Parce que c'est vrai que ces clivages, à chaque fois, gauche-droite, je crois que les gens n'ont. Mais en gardant ses valeurs. Hein. En gardant des valeurs, bien évidemment. De conviction. Mais sur les clubs sportifs, ou alors de santé, d'un centre hospitalier, ou des choses comme ça, des écoles, pour moi, il n'y a pas de question à avoir. Il faut que le service soit rendu aux citoyens qui payent des impôts. Voilà, à partir de là. Ouais. Mais du coup, voilà, on en arrive quand même à ce qu'il ne va pas y avoir besoin justement de ce rapprochement, parce que comme on l'a dit, là, apparemment les subventions de l'État, tout le monde qui parle de l'État-providence, la Providence, alors si c'est Providence, mais à la Lovecraft, c'est l'endroit où il y a Cthulhu et compagnie. Désolé pour les gens qui n'ont pas la référence, mais voilà. Donc justement, comment ça se pense, comment c'est vécu d'un point de vue local. Moi, j'ai vu par exemple un truc qui m'a fait peur, c'est une déclaration de la présidente de région, Carole Delga, qui a dit bon ben voilà, suite au désengagement de l'État, il y a des moyens qu'on va plus pouvoir avoir, et du coup on va couper les subs à certaines associations. Comment ça se passe? Mais ce qu'est en train de faire le président de la République est scandaleux. Clairement, il demande un effort irresponsable aux collectivités locales. Quand on sait que 70% des investissements en France sont faits par les collectivités locales, et on leur demande un sacrifice qui est démesuré, parce que bien sûr, on a découvert visiblement il y a peu qu'il y avait de l'argent à trouver en France. Alors, moi, je m'inquiète sur le ministre des Finances, et il faut vraiment réfléchir quel était son rôle. Mais derrière, là, on demande des sacrifices, parce que qu'est-ce qui va être fait comme question maintenant? Moi, je peux vous le dire, à la région Occitanie, entre 2023 et 2024, l'État avait déjà un impact financier, nous avait pas remboursé plus de 210 millions d'euros. Aujourd'hui, il rajoute à cela 140 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qui va être fait? Il y a des choses qu'il va falloir faire, parce qu'on ne peut pas créer de l'argent, on ne peut pas inventer de l'argent. Mais ce qu'est en train de décider le gouvernement, c'est qu'est-ce qu'on va supprimer? Est-ce qu'il veut qu'on supprime des écoles? Est-ce qu'il veut qu'on supprime des moyens pour la santé? Est-ce que la région recrute des médecins? Est-ce qu'il faut qu'on supprime ces médecins? C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Est-ce que c'est les futurs lycées, notamment celui-là du Nord toulousain, est-ce qu'on doit ne pas le faire et donc on entasse les jeunes dans des lycées? C'est des actions pour les associations. Ça veut dire qu'on va arrêter de subventionner la culture, on va arrêter de subventionner le sport. C'est ça que veut le gouvernement du président. C'est ça la question que je pose. Et moi, en effet, je suis très inquiet, mais
il faut que les collectivités locales, il y a eu un rassemblement des élus locaux à l'initiative de la maire de Colomiers, Karine Traval-Michelet, et je salue, j'y étais présent, et je crois que c'est important en effet que les collectivités locales expliquent ce qui va se passer. Parce que derrière, ça va être une grosse action pour les classes populaires et pour les Français. Parce que c'est le quotidien qui va changer, c'est l'état de nos routes qui va changer, c'est l'état on ne va plus peut-être pouvoir construire des écoles, on ne va plus pouvoir construire des collèges, on ne va plus pouvoir construire des lycées, on va refuser des médecins, on va faire sur le quotidien, on va être obligé d'augmenter des choses, reporter des projets qui sont essentiels, d'arrêter de subventionner la culture, le sport, mais des choses essentielles au quotidien. Et donc là, qu'est-ce qui va être fait? En effet, on attend déjà les décisions de l'État, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le gouvernement. Je crois que le dernier budget qui avait été proposé, qui a été mis au vote, il vient d'être rejeté. Il y avait pourtant, il était à l'équilibre, et il était même mieux, et il apportait plus d'argent. Mais qu'est-ce qui va être fait? On attend donc, parce que le gouvernement, je ne suis pas devin, je ne suis pas Premier ministre, mais je pense que le Premier ministre va nous sortir encore un 49.3, ce que je regrette. Donc j'espère qu'on ne va pas durer 49 et 30 minutes. Mais surtout, ce que j'espère, c'est qu'on va arriver à surtout un revirement du choix du gouvernement, parce que derrière, c'est le quotidien qui va être fait, parce que le sacrifice, il est disproportionné entre les collectivités locales, quand on sait que collectivité locale, elle doit être à l'équilibre. Elle n'a pas le droit d'être en déséquilibre. Et on a un désentêtement qui est légal. Donc là, en effet, les collectivités locales, elles sont en colère. Moi, je soutiens toutes les collectivités locales qui montent au créneau, et la région fait partie de celle-là. Après, on va préciser un truc. Alors, je préviens, elle n'est pas de moi, elle est de Pierre-Emmanuel Barré. C'est pour ça que je la ressors, parce que ça m'a beaucoup amusé. Il faut reconnaître un truc. Ce gouvernement a beaucoup aidé pour l'éducation et pour le désengorgement des écoles. Regardez, tous les ministres de l'éducation, ils ont tous mis leurs gamins dans le privé. Voilà, c'est tout pour moi. Et si je peux me permettre, dans ce débat qui, à l'heure actuelle, je voulais le dire, un ancien président ne devrait pas dire qu'on devrait supprimer des enseignants. Parce qu'en effet, il manque des enseignants à l'heure actuelle. Nicolas Sarkozy. Voilà, pour ne pas le nommer. Je le fais. Quand il dit les enseignants, ils ne travaillent pas, il y en a trop, il suffit d'aller à quelques mètres des studios. On peut aller dans le lycée de Gragnac, on peut aller dans de nombreuses écoles. Je regardais mes mails ce matin, j'avais encore des parents d'élèves qui m'expliquaient mes enfants n'ont pas d'enseignants. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on est disproportionné, soit on veut en effet mettre les enfants dans les établissements privés. Ce n'est pas ce que je porte. Donc, en effet, moi, je pense qu'il y a d'autres solutions. Et en tout cas, ce n'est pas la décision qui est en train d'être faite. Je te remets au défi parce que tu as dit on ne va pas le citer. Je le fais. Non, fais-le. Vraiment. Tu sais le faire. Fais-moi la déclaration. Je sais faire Nicolas Sarkozy, qui a aussi enlevé la police de proximité, qui a emmené... Non, mais fais-moi vraiment Sarkozy. C'est très grave. Je vais pas aller pour... Allez, on est plein caméra. Voilà, vous allez évaluer mon imitation de Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu ici pour ça, Cédric. Voilà, à un moment donné, mon collaborateur, comme il parlait de François Fillon, vous parlez justement de tous les élus, enfin, grande partie des élus qui se sont réunis. Avec Cédric, on a envie de vous poser la question sur la cohabitation des départements, mairies, régions. Comment ça se passe? Bien que département, région, vous êtes du même bord. Avec la mairie, ça va aussi? Les mairies. Les mairies, oui, c'est vrai. Parce que je pense région, à la mairie. Oui, voilà. Toulouse, moi. Il y a la mairie de Toulouse. Oui, on est sur mairies. Toulouse et vous, on y reviendra tout à l'heure. Les mairies qui ne sont pas de votre côté. Avec les mairies, ce que je vous disais, quand on est dans une collectivité locale, on réfléchit dans l'intérêt général. Donc, en effet, on travaille avec tout le monde pour les projets, dans l'intérêt des gens. Je pense à l'LGV, je pense à tellement de choses. Même la construction d'un lycée, ça se travaille avec l'ensemble des collectivités locales. Donc, ça se travaille réellement. Après, il peut y avoir des désaccords parfois. Même moi, des fois, j'ai des désaccords avec certains maires. Je l'exprime, je leur exprime, ils me l'expriment. Mais derrière, on réfléchit toujours dans l'intérêt. Quand il y a des projets, on se met autour d'une table et on travaille. Oui, et puis en plus, je pense que les désaccords, c'est pas forcément une question de bord politique. Je suis sûr qu'il doit y avoir des désaccords aussi au sein de la même famille politique par moment. Parce que dans mon parti politique, qui est un parti démocratique, en effet, oui, c'est qu'il y a du débat. Il peut y avoir du débat, donc oui, justement. Comme à l'Assemblée? Ah non, la différence, c'est chez nous, c'est toujours un comportement. On se respecte. Et on a un comportement digne. C'est-à-dire que quand on est élu par les Français, on le respecte. C'est-à-dire que quand des gens mettent votre bulletin dans l'urne, quand ils mettent votre nom, vous les représentez. Donc on va pas faire du spectacle, et je dirais pas ce que j'en pense, ou un cirque, plutôt que voilà. Et ça, peu importe le parti politique. Mais c'est peu importe le parti politique. Pourquoi en national, c'est du spectacle? Ils savent que les Français n'aiment pas ça. Parce qu'ils dansent la valse. Mais ils savent que les Français n'aiment pas ça. Pourquoi ils font ça alors que ça ne se fait pas en règle générale, en local? Moi, je vois des fois, quand je suis à la mairie, quand il y a des cérémonies, je vois les opposants, ils se regardent avec
je dirais pas jusqu'à une tendresse, Respect. mais il y a un respect, voilà, qui est là, républicain, même si j'aime Après, pas. si on regarde très bien, si on regarde vraiment l'Assemblée nationale, c'est pas toute l'Assemblée nationale qui fait du spectacle. Voilà, c'est des bords de certains, c'est les bords de l'Assemblée qui font. Qui veulent se faire connaître et qui ont trouvé ce moyen TikTokesque de se faire connaître des Français. Ça marchera pas, non, ça non plus. Hein, ça. Ils vont avoir un rejet. Les Français vont avoir un très gros rejet. Ça a déjà commencé. Il y a l'air américain aussi qui arrive souvent vers nous. Ça serait bien qu'ils évitent de vomir brun, quoi. Et voilà. Mais ouais, mais il faut qu'en face, il soit bon. Il faut qu'en face, il soit bon. Et là, on le voit pareil, j'aime pas ce mot, sur les territoires. On le voit sur le terrain, voilà, partout en France, c'est pas qu'à Paris, où ça se passe dans la majorité du temps très bien. Donc les Français, si vous voulez un renouvellement politique au sommet, allez, occupez-vous des racines et votez pour les mairies, les départements, les régions. Moi, j'ai envie de faire un micro-trottoir. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant, mais on le fera. On recevra sûrement M. Vincini ou Mme Delga. J'aimerais faire un micro-trottoir où on va demander aux Français, aux gens, enfin en tout cas qu'on a sous la main, est-ce qu'ils connaissent leur président de région? Est-ce qu'ils connaissent leur président de département? Je suis sûr que les 3/4, ils connaissent pas. Ils savent pas. Je vais vous répondre sur ça. Je vais vous répondre. Mais je vais vous répondre. Parce qu'en fait, j'ai fait une tournée régionale quand je suis élu, une concertation jeunesse. J'ai rencontré à peu près 2000 jeunes. Des jeunes, mais très diversifiés. Jeunes sans-abri, j'en avais un peu discuté dans une autre émission. Et la première question, c'était l'une des premières questions, c'est est-ce que vous connaissez votre maire et votre président de région? Est-ce que vous pouvez me dire son nom? Et on se rendait compte qu'en fonction des milieux, il y avait une réponse différente, mais qu'en effet, il y avait besoin encore de travailler sur la citoyenneté. Donc en effet, même je pense que, alors aujourd'hui, même moi, hein, vous me demandez l'ensemble des ministères, je vous les reconnais, je les citerai pas. Non, mais après, justement, il y a aussi peut-être un truc à faire niveau pédagogie. Nous, par exemple, on l'a dit, c'est notre boulot, on connaît le truc, genre, bon ben voilà, on sait que la région, c'est les lycées. Moi, j'ai un fils qui est en âge d'être au collège. Si j'ai un problème niveau collège, je sais que je dois m'adresser au département. Est-ce que justement, le citoyen de base, c'est pourquoi et pour qui il vote et pour, au-delà de toutes les couleurs politiques, pour les compétences? Est-ce que justement, il ne faudrait pas que les gens sachent plus, telle compétence relève de l'État, telle compétence de la région, telle compétence du département, telle compétence de la commune. Ça, je suis d'accord. Mais alors ça, c'est au moment des élections. En effet, il faut faire de la pédagogie. Ça c'est le ministère qui peut le faire. Parce que sur des campagnes comme ça, c'est au niveau national, c'est l'État qui peut faire des campagnes. Ça s'est fait, il fut un temps. Après, on reçoit généralement les collectivités locales, nos collectivités locales, en tout cas la région, le département. Généralement, dans de nombreuses mairies, on reçoit un petit fascicule. Vous le recevez à votre domicile, ça explique ce que c'est. Après, il faut se renseigner. C'est sûr que c'est parfois pas le bon matériel. On choisit un document, on choisit quelque chose, mais en effet, il y a un manque de citoyenneté, une méconnaissance de qu'est-ce que sert. Je peux vous rajouter l'intercommunalité ou la métropole. Qu'est-ce que c'est? Si je vous parle de PETR, je pense que vous savez même pas ce que c'est. Et pourtant, c'est des choses qui sont essentielles et qui derrière, il y a énormément de subventions qui sont faites. C'est vrai. Voilà. Je te laisse la dernière question, Cédric. Parce qu'on est à Toulouse, dans Toulouse et vous. On est à Toulouse, dans Toulouse et vous. Si juste avant, toute petite dernière question sur la thématique sur laquelle on était, justement, est-ce qu'il n'y a pas une problématique entretenue par les partis politiques? Parce que dans l'absolu, quand on les écoute parler à tous ces temps-ci, le but c'est 2027. Et j'ai l'impression, moi, que dans la tête des citoyens, c'est pas compliqué, il y a une action qui est importante, c'est la présidentielle. Le reste, la mairie, à la limite, parce que ça va, le maire, on le connaît, c'est lui qui fait les vœux et qui offre le vin pétillant tous les 1er janvier. Mais, région, un département, ça sert à rien, quoi. Est-ce qu'il y aurait pas, justement, là aussi, tout un travail pédagogique à refaire? Dans les partis? Oui. Ça peut se faire, et en effet, ça c'est des campagnes militants, et ça se fait. Des campagnes militants où c'est qu'on explique ce que fait la région de gauche, que fait un département de gauche, que fait des mairies de gauche, et ça se fait, c'est des tracts qui existent et qui se diffusent dans les marchés, oui. Mais après, faut aussi parfois se renseigner sur tout, mais sur tout ce qui a à voir, c'est quelle est la différence entre un département ou une région de gauche et de droite, et là on voit les différences. Cédric, donc la dernière question, donc, parce que tu l'as trouvé, c'est vrai voilà, on est dans Toulouse et vous, donc Guillaume de Almeida Chavez, Toulouse. Enfin, non, on aura compris, c'est Toulouse Nord, apparemment. Mais Nord toulousain, mais aussi Toulouse. Toulouse et vous. Toulouse, ça représente quoi pour vous? Un endroit, un lieu, voilà. Et on dit Toulouse, la première idée qui vous vient. Pour moi, place du Capitole.
Place du Capitole. Un objectif derrière, en plus. Un objectif peut-être. C'est le lieu où moi j'ai grandi quand j'étais jeune. Moi je viens pas d'un milieu très favorisé et ma mère, la première chose qu'elle voulait faire quand j'étais jeune, c'est que je découvre, parce que je viens d'un petit village, elle voulait que je découvre Toulouse pour être grand et pouvoir me déplacer tout seul. Ce qu'elle n'arrivait pas à faire à l'époque. Qu'il fallait parfois des plans, et donc elle m'avait dit je veux te faire découvrir Toulouse, et on avait commencé et on allait tout le temps. Notre plan, le premier point, c'était la place du Capitole. Donc cette place, elle est emblématique, et donc j'y vais souvent et ça me fait du bien. Parfois même, vous savez, l'hôtel de région est pas très loin, et j'essaie d'y passer souvent, et ça me fait du bien, un bien fou mental de retrouver ce lieu. Et en effet, j'espère que la question était sous-entendue. En effet, j'espère que sur les prochaines élections, le bâtiment qui est juste derrière sera un bâtiment où c'est que la culture, le sport et la solidarité l'emportent. Si le Capitole, j'y arrête pas. Lui, il veut y envoyer des chars soviétiques. Parce que si la gauche passe, il y aura les chars soviétiques place du Capitole. Il faut le savoir. Ça se disait à l'époque, en 80. Voilà. Ça se disait, les Français avaient peur de ne plus être propriétaires, d'avoir justement les chars au milieu de Paris, toute la France. Enfin, c'était quelque chose. On n'en est plus là. On a d'autres délires maintenant, mais ceux-là ont disparu. Je crois qu'on est tout bon niveau questions, niveau. Ouais, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas. Ben non, voilà. On va poser la question super embêtante pour les invités. Ah là là, elle est horrible. Alors, non, Guillaume d'Almeida Chavez, le mot de la fin. Ben merci à vous. Merci de l'invitation. Continuez surtout cette belle émission, et que dans ces beaux locaux qui sont dans le Nord toulousain, donc je le redis en même temps. On remercie encore toute l'équipe de Recbox voilà. qui nous supporte, voilà, notamment Virginie qui a réussi à pas faire malaise vagal malgré toutes les bêtises qu'on raconte depuis tout à l'heure. Elle a de la patience, elle nous supporte. Virginie, non, c'est plus Jeannette. Je sais plus. On avait dit Nathalie. Parce que c'est toi qui nous sers de guide. Exactement. Voilà. C'est Émilie. Oui, c'est Émilie. Merci en tout cas Guillaume d'Almeida Chavez d'avoir été avec nous dans Toulouse et vous, et à une très prochaine émission probablement pour revenir sur toutes les actualités qui nous concernent tous. On passe. On espère juste que la prochaine fois, ça sera pour se dire des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Ouais. Tiens, il faudrait qu'on soit un de ces quatre une émission. Bonne nouvelle. On reçoit les politiques juste pour nous dire des trucs chouettes. Des trucs chouettes, c'est vrai. Ça serait cool. Ça, non? En attendant, on passe à la suite. Eh ben voilà, on passe à la suite. Je sais pas toi Cédric, et je sais pas vous, ceux qui nous regardent, mais moi j'ai envie de me balader. Voilà. Dans Toulouse et vous, j'ai envie de me balader. Baladez-vous. Baladez-vous avec qui avec Pinkin. Et Pinkin, exactement. Léo Harry qui est là. Bonjour. Le papa Pinkin. Bonjour. Le papa. Non, c'est pas ça. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ouais. En forme là pour sortir? Ah oui, à fond. Ouais. Là, je suis à fond. Et justement, je compte sur toi. Là, je compte beaucoup sur toi. Je compte sur toi. Cette semaine, je crois que j'ai un événement qui te plaît. Je suis sûr que tu es adepte de cet événement-là. Un concert de Michel Sardou. C'est les Nocturnes à Victor Hugo. C'est mercredi. Ah, c'est bien ça. Ça, t'aimes ça? Ah, c'est bien ça. On mange bien. On mange bien. On boit bien avec modération, mais. Ouais. C'est bien, ils ont réussi à le maintenir parce que j'avais vu qu'il y avait quelques soucis avec le voisinage. Mais... le voisinage, il n'a qu'à partir du centre-ville. Hein. Le deal avec le voisinage, du coup, c'est que ça finit à 22h30. D'accord. Donc, faut pas arriver trop tard. C'est de 18h à 20h, de 18h30 même, il me semble, à 22h30. Bon, après, l'avantage en hiver, c'est que la nocturne, la nuit tombe plus tard. C'est vrai. C'est pas faux. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement très convivial. On mange bien, on boit bien, il y a des bons produits, on fait la fête, il y a un DJ à l'extérieur avec une musique qui est envoyée dans toute la place. Donc un événement à pas manquer pour les Toulousains, et ça se passe du coup ce mercredi soir à 18h30. Ça peut être rigolo vu la résonance du marché Victor Hugo, un bon gros truc hardcore. ou comment changer toutes les vitres du voisinage en 5 minutes. Toi t'habites pas à Victor Hugo. Non. Ok, après j'enchaîne avec ce vendredi-là. Et là, j'avoue que j'ai un peu placé notre propre soirée, la Pinkin Party édition 3, qui se passe au Magma, qui commence à minuit, de minuit à 6h. Donc une boîte de nuit au centre-ville, près de Jean Jaurès. Et donc notre concept des Pinkin Party, en fait, quand tu arrives au club, tu choisis un bracelet. Il y a 3 bracelets différents avec 3 styles de musique différents. Et en fonction du nombre de bracelets qui part, les DJ ils orientent la musique. Donc là, les 3 styles de musique qui vont être proposés, ça va être Afrobeats, Rap US et Rap FR. Et donc, imaginons qu'il y a plus de bracelets Afrobeats qui partent.
les DJ qui sont Jaja et Von Myers pour cette soirée-là vont orienter la musique sur de l'afrobeat. En fait, c'est super bien calculé parce que si tu regardes, tu vas prendre du gras à la nocturne de Victor Hugo et après, tac, pour faire le sport, la soirée Pinkin, tu vas danser. C'est génial. C'est vrai. Exactement, t'as 2 jours entre pour te remettre un peu de Victor Hugo et tu repars en pleine bourre sur notre soirée. Bon à savoir. Après. Ouais, pour la suite. Après, j'enchaîne aussi. Là, c'est un bel événement. C'est une très belle semaine. Hein. Très belle semaine. Ouais. En grosse partie par rapport à la Pinkin Party, hein, bien évidemment. Mais aussi avec la Sunset au Bikini. La Sunset, c'est un événement phare house music à Toulouse. Et là, c'est leur première au Bikini. Donc, normalement, ils ont appelé ça la Sunset parce que tous leurs événements ont lieu de 15h à 22h au coucher du soleil. Vous voyez, Sunset. Il y a aussi la référence par rapport au fait qu'il y ait 7 DJ sur chacune de leurs éditions. Ils ont fait beaucoup d'éditions dans beaucoup d'endroits. Ils sont même allés sur Alacano cet été. L'hiver dernier, ils sont partis à la station de ski où il y a les grosses soirées à Courchevel. Ouais, l'Alpe d'Huez. La Folie Douce. La Folie Douce. D'accord. Donc voilà, c'est 2 Toulousains qui ont lancé ce concept-là. Et là, pour l'occasion, au Bikini, ils seront 12 DJ et pas 7. Et un DJ guest avec des gros titres qui sont dans le top 3 mondiaux sur la catégorie House Music. Et il s'appelle Nicolas Sasson. Donc voilà, je vous invite à aller vite prendre votre billet. La billetterie est sur le site de Toulouse by Night. Et ça sera un très bel événement pour les amoureux de la House Music. Et j'ai fini, et donc du coup maintenant il faut aller voir sur Pinkin dans l'agenda pour les autres soirées. Vous pouvez filtrer en fonction des styles de musique qui vous correspondent, en fonction de là où vous êtes. Et de plein d'autres choses, du style des événements, si vous voulez du DJ set, du karaoké. Il y a tout qui est dans l'application et je vous invite à télécharger. C'est parfait. Pinkin disponible dans toutes les bonnes boulangeries. C'est pas ça. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, allez voir aussi sur Instagram. Sur le Play Store. Exactement. Merci Léo d'avoir été avec nous. Et merci à vous. Merci, à très bientôt. Vite. On parle d'entrepreneuriat dans Toulouse et vous, C'est avec l'heure du Business et vous. business. C'est l'heure du business. Yes. Yeah. It's very, It's business. On a un mode Loup de Wall Street, là. Tu vois. Comme on dit en occitan. Ouais, enfin, Loup d'Ariège. Ouais. Loup ariégeois. Et nous sommes avec Clément Caverzan. Bonjour. Enchanté Cédric, enchanté Alexandre. L'anglais LV2, c'est pas c'était pas génial. C'est à revoir, c'est à revoir. C'était pas génial, c'était pas super. C'est le business. C'est plus occitan. C'est le business. Ouais, Voilà. On est content. Alors là, ce qui est original, c'est qu'il y a beaucoup, tu connais le truc jeune, salut à toi, jeune entrepreneur, c'est le mec et tout. Et puis les coachs, les coachs de coach. Les coachs un petit peu en entreprise et tout ça, machin. Lance-toi, tu vas être libre dans l'entrepreneuriat, tu vas voir, oublie que t'es en France, qu'il y a l'URSSAF, qu'il y a les impôts, qu'il y a tous les empêchements. Vas-y, saute de l'immeuble, merde, t'as pas mis l'élastique. Oublie que les loyers augmentent, que la taxe foncière a augmenté. Faut oublier tout ça. Deviens entrepreneur et fonce. Bon, ça aurait pu être pire, on pourrait avoir Trump comme président des States. Il n'y a que comme ça que tu peux être heureux. Eh bien non, vous dites non. Alors déjà, premièrement, merci de rappeler ça, parce que c'est important de dire que le business, c'est pas claquer des doigts. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on peut être heureux au travail en étant salarié aussi. Ça, c'est super important, c'est ce que je fais à travers Grand 8. C'est vraiment faire comprendre aux jeunes, à la jeune génération de 18, 25. Bon, vous êtes pas de la jeune génération, mais vous comprenez, vous êtes jeunes quand même, on va dire, on va vous prendre dedans. On va vous prendre dedans. Allez, j'étais sûr, je les ai vexés. J'ai l'âge de Jésus, moi je peux marcher sur l'eau et transformer l'eau en vin. Ok, bon, ok. Prenons-vous aussi, là, je veux faire comprendre aux jeunes que on peut être salarié et être très heureux, en fait. Évidemment. Et moi, quand je parle de coaching, évidemment, c'est pas juste, deviens charismatique en 3 semaines. Ça marche pas comme ça. Je vends pas des formations à 3 000 €. Mais voilà. Non. Moi, mon but, c'est vraiment de travailler sur la confiance en soi des jeunes. C'est ça qui manque. Il manque de 2 choses, les jeunes. Il manque de repères et de confiance en eux. Et avec le coaching, c'est vraiment une approche qui permet aux jeunes de comprendre quels sont ses blocages, quels sont ses freins, etc., etc. Et aussi de comprendre, où c'est qu'il veut amener sa vie. Et ça, pour n'importe quelle entreprise? Si tu es dans une entreprise, un travail passion ou pas, d'ailleurs, parce que... Alors, redis-moi, pardon. Il y a le travail passion, celui qu'on fait par exemple avec Cédric ici. Et il y a le travail, on est obligé de le faire. Le travail alimentaire. On parlait pas de nos carrières de stripteaseurs. Voilà. Est-ce que c'est pareil partout ou alors il faut s'adapter justement? Moi, je pense que toute personne peut aimer son travail. Et ce qui est important, alors je vais prendre votre exemple à vous deux, si jamais vous aimez la radio, évidemment. Mais ce qui est important pour aimer son travail aussi, c'est plus que ça. C'est plus qu'aimer ce qu'on fait. C'est
aimer la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Et ça, c'est une question intéressante que vous pouvez vous poser. C'est tous ceux qui nous regardent et vous aussi, pourquoi vous faites de la radio? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à travers vos auditeurs, etc. Parce qu'on est trop beau pour faire de la télé, après on a des problèmes, on nous jette des sous-vêtements et tout. Donc c'est dommage. L'argent et le pouvoir. L'argent c'est bien, le pouvoir c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir contribuer, de pouvoir transmettre un message. Et c'est pareil pour tous les métiers en fait. Ouais, non mais tu vois, je vais te prendre le contre-pied, moi justement, par rapport à un truc. Moi, il y a toujours un truc qui m'a passionné. C'est certains boulots, ils te demandent des lettres de motivation. Alors déjà, les lettres de motivation, moi je trouve ça très con. Au mieux, mais quand tu me demandes une lettre de motivation pour aller bosser chez Domac, oui. Ou chez Quick ou chez Burger King, comme ça j'ai dit 3 marques, j'ai pas fait de pub. Tu vas pas écrire depuis tout petit je rêve de faire bullshit. Des hamburgers. On veut pas de bullshit. Et tout. On veut pas de bullshit ici. Ça c'est vrai. Il y a des métiers. Ta motivation, c'est quoi? Ben c'est t'as des factures à payer. C'est voilà, on l'annonce pour les gens vu que nous on en fait souvent le coup. La notoriété n'est pas prise en banque, ça ne marche pas. Tu auras de la visibilité. Comme l'a dit Alexandre, vous savez qu'il y a 2 types de métiers. Il y a aussi le métier alimentaire au début. Mais le but quand même pour nous, les jeunes et les moins jeunes, c'est au final, au fur et à mesure des années, d'aimer son travail, de réellement aimer son travail. Ça c'est possible pour tout le monde, j'en suis persuadé. Mais non, bon monsieur, les jeunes ils ne veulent plus travailler de nos jours. Pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Non, ça m'intéresse, justement. Ok, parce qu'ils ne travaillent pas justement sur ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors j'ai rien contre les structures d'accompagnement, elles font un travail exceptionnel. Bien sûr, en vanne. Voilà, mais par contre, il y a quelque chose qu'elles ne font pas, et que je suis le seul à faire aujourd'hui, à Toulouse et en France aussi, je pense. C'est vraiment, justement, c'est travailler sur la mission professionnelle. On travaille pas assez en profondeur sur ça, sur ce que je vous ai parlé. Je fais de la radio, j'aime ce que je fais, j'aime parler devant un micro, mais qu'est-ce que j'apporte? Une fois l'émission terminée, qu'est-ce que j'ai changé en fait sur cette terre, dans cette société? Et ça, Alexandre, j'aime bien quand tu parles dans tes réseaux, quand tu prends la parole sur des sujets qui sont importants, que ce soit politique ou quoi, tu as de l'impact sur beaucoup de personnes. Et ça c'est ça en fait le vrai plaisir. Lui, il veut revenir, essaye de te flatter. Là, et juste pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est pour ça que les jeunes aussi pensent qu'à l'argent. Là, on va en centre-ville de Toulouse, on demande à n'importe quel jeune quel est le critère de sélection pour son travail. Le premier critère qui va revenir, c'est l'argent, c'est le salaire. C'est normal. Parce qu'ils ont oublié qu'on peut aimer plus son travail. On peut réellement aimer son travail, pas que pour l'argent, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais on peut aussi aimer se chauffer, aimer avoir un toit sur la tête. J'ai pas dit, ouais, évidemment. Justement, toi, alors du coup, t'es salarié? Absolument. Alors, je vais expliquer rapidement le parcours. Quel est le parcours pour en arriver là? Ouais. Alors, j'ai 25 ans. Du coup, on repart fin du lycée. Fin du lycée, j'ai mon bac en 2017. Je fais un DUT dans la chimie qui me plaît pas du tout. À ce moment-là, je suis un peu mécontent parce que je m'étais beaucoup formé sur l'orientation, sur tout ça, sur trouver ma voie. J'ai pas trouvé. Et c'est à ce moment-là que je décide de me débrouiller par moi-même. Je me lance je me forme dans le coaching. Enfin, je me fais coacher moi-même, d'accord? Voilà. Après, je me formerai dans le coaching. Ça, c'est après. C'était ça au Breaking Bad, fait que tu faisais de la chimie. Entre les deux. Et non, finalement, j'ai choisi ça. Et à partir de ce moment-là, c'est ça que je me vante. T'as dû le voir sur mon LinkedIn. En fait, il y a 2 ans, j'arrive sur Toulouse. Je prends un métier chez McDo, justement. D'ailleurs, McDo, c'est très formateur. Hein. Faut faire attention. C'est pour l'argent aussi, mais c'est très formateur. Ça m'a appris beaucoup. Et en fait, 6 mois plus tard, je me suis dit, ok, Clément. Alors, 6 mois plus tard, ça fait un peu vendeur de rêve. Je vais dire, quelques mois plus tard, effectivement, j'ai réussi à gravir les échelons parce que j'ai pris confiance en moi grâce au fait que j'ai travaillé sur moi. Et j'ai réussi. Alors, je suis passé par Soulerie Toulouse. Je sais pas si vous connaissez. C'est une belle boutique de luxe à Toulouse, en centre-ville. J'ai fait plein de boutiques. Et finalement, 6 mois plus tard, je me suis retrouvé adjoint d'une boutique en centre-ville de Toulouse. Je m'étais retrouvé dans un job qui me plaisait, à responsabilité et qui me payait bien. C'est ça que veulent les jeunes. Donc c'est pour ça que je sais pas des paroles en l'air, que voilà, j'ai traversé ça. Il y a même pas 1 an, j'étais encore salarié. Là, j'ai arrêté un petit peu, j'essaie vraiment de me focus sur ça. Mais je l'ai fait, et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Mais non, les jeunes, ils veulent du rap et des panneaux de basket. On le sait. Il y a pas que ça. Non, c'était pour saluer certains des politiques. Pardon, vous n'avez pas la ref. Qui rêvent de ça pour les jeunes. Justement, si on veut te contacter, si on veut, comment c'est-il que ça se passe? Alors, pour me contacter, c'est très simple. Je suis sur LinkedIn, très actif sur LinkedIn. Je poste tous les jours. N'hésitez pas à aller voir mes recommandations aussi. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui viennent me voir. Je les aide gratuitement. Au début, évidemment, après s'ils veulent plus, pourquoi pas, évidemment d'ailleurs, mais je les aide gratuitement et j'ai plein de retours de jeunes qui me disent ok, merci Clément,
tu m'as permis, à travers quelques conseils, de trouver mon alternance, de trouver mon premier job, etc., de prendre confiance en moi, de savoir me vendre, de trouver ma voie, etc., etc. Donc sur LinkedIn, n'hésitez pas à me contacter en message privé, c'est fait pour ça. En plus, ça doit pas être facile de se vendre sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est quand même la seule plateforme où justement, vu que les gens, ils vont pour chercher du business, tu poses une annonce, ils te foutent tous dessus comme des voleurs en mode, ah ouais, t'as cette activité, tiens, si tu veux, je te fais un site internet, si tu veux, je te fais des logos, si tu veux, je te fais du community management. Mais après, pour le coup, moi vraiment, je vous ai pas dit ça, mais je fais du stand-up un petit peu, sur Toulouse. Et j'aime beaucoup pas trop me prendre au sérieux. On te l'a pas dit, mais on le savait. En même temps, on salue Fabrice Terki. Mais je le connais bien. On a commencé le stand-up ensemble. Les chroniqueurs, non, faut se le dire. Salut Fabrice. Non, on a commencé ensemble il y a quelques années. Et du coup, forcément, je me prends pas forcément toujours au sérieux sur LinkedIn. Et c'est pour ça que les jeunes accrochent aussi. C'est parce qu'on a un discours très formel. Il y a plein d'organismes qui sont là. Alors, on va faire chapitre 1, chapitre 2. On en a marre. Avec plein de mots anglais dedans. Franchement, on en a marre. Je sais pas, le branding, machin, je sais toujours pas ce que c'est. C'est un enfer. Mais si tu veux, je t'apprendrai à parler le patois marketo. Merci. Je le parle. Si tu veux, un de ces quatre, on se conf call, à zap, et puis il n'y a aucun problème. Voilà. Super. Donc voilà, ne pas se prendre au sérieux, c'est important aussi. Vous regardez mes posts, vous allez taper des barres, mais toute la journée. Et en plus, vous allez apprendre des choses. Et vous allez peut-être devenir, qui sait, des animateurs encore plus célèbres que vous ne l'êtes aujourd'hui. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Non. On a déjà la modestie. La nouvelle Soria Bonelli. On a déjà la modestie. Bon, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Clément. Super. On te retrouve donc sur LinkedIn et LinkedIn, tu vois déjà. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. C'est la vieillesse, ça. C'est la vieillesse. Non, ce côté provençal, c'est LinkedIn. Est-ce qu'on peut te souhaiter, je suis pas sûr, tu aussi, parce que comme on s'était déjà parlé en plus, est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Pour la suite, alors, personnellement, du courage. Parce qu'il va m'en falloir. Beaucoup de courage, parce que dans les prochaines années, je pense que je vais faire beaucoup de bruit. C'est mon projet qui va faire beaucoup de bruit, parce que j'ai une approche justement qui se démarque et qui est vraiment utile pour les jeunes. Je pense que je vais faire grand bruit, donc donnez-moi beaucoup de courage et ça va le faire. Je suis persuadé. Et on espère. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous, Cédric. Surtout vous. On passe à la suite. Restez avec nous. Allez, c'est le retour de la culture dans Toulouse et vous avec Culture et vous. Ah mais non, on va pas parler couture, Rémina. Et toujours pas couture et vous. C'est pas couture et vous. Toujours pas. C'est pas Charlélie Couture. Mina Forward de Regard qui est avec nous. Non, pas couture non plus. Non. Tu vas bien? Passé une bonne semaine? Oui. Ah. Ouais, tout à fait. Je sens coudre. Non, je sais pas coudre non plus. Je ne sais rien faire en fait à chaque émission. Tu sais pas rêver toute seule. Tu nous as ramené un artiste. Elle va en découdre avec un artiste. Ouais, c'est ça. Alors, je suis venue avec Alson, un artiste qui fait de la techno-mélodique, un passionné de musique de film et de techno. Il a fait une entrée remarquée dans la musique avec son premier EP qui s'appelait Black Twist, qui a reçu le soutien de figures emblématiques comme Laurent Garnier, entre autres. Chaque sortie est un voyage sonore. J'ai vu que tu jouais ta musique uniquement en live et que tes lives étaient construits comme un film. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous déjà, merci pour l'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je crois que la musique m'évoque des images et j'essaie de retransmettre un peu ça en laissant la liberté aux gens de se faire leur propre image. Moi, je propose pas des images, je propose qu'un univers sonore. Et c'est vrai que le cinéma, de manière générale, a toujours inspiré, je pense, ma musique. Et donc, j'essaie de transmettre un peu ça, ce regard-là, à travers ma live, effectivement. Un fantasme peut-être de réaliser un jour une bande originale de film? Ouais, au-delà d'un fantasme, un objectif carrément. Je pense que pour l'instant, la musique électronique, ça me plaît, parce que ça, je veux dire, ça implique aussi du club, du festival, une vie sociale assez forte finalement, mais je me vois très bien dans, je sais pas, 10, 20 ans, me cacher dans un studio et produire pour des cinémas. Ouais, franchement, ça serait... Et vous voyez, chez tous et vous, on a peut-être le futur John Williams. On ne sait jamais. C'est vrai. Tout à fait. Tu as un EP à venir en 2025? En 2024, là même, dans 3 semaines. Et ça sort sur Purified. C'est un label basé aux États-Unis, qui est dirigé par Nora En Pur. Un gros talent d'origine suisse qui tourne beaucoup sur le continent américain.
Et c'est un EP 3 titres qui est basé un peu sur un retour aux sonorités organiques, truc que j'ai pu avoir un peu plus à mes débuts. C'est vrai que quand on commence à faire de la scène, on se rend vite compte qu'il y a une certaine nécessité d'aborder un aspect club et très électronique. Mais c'est pas ma culture initiale. C'est un truc que j'ai un peu découvert en tournant finalement. Et là, j'avais besoin de proposer une sorte de voyage vraiment basé sur un peu l'origine de moi, mon voyage dans la musique. Et donc, c'est beaucoup de piano, c'est beaucoup de violon, beaucoup de choses très calmes. Et finalement, plutôt un produit pour être écouté à la maison, plutôt qu'un EP qui va être là pour être joué par les DJ. D'accord. C'est vrai que c'est un peu la question que je voulais te poser, mais tu as déjà presque quasiment répondu. C'est vrai que on est d'accord, hein, tout le côté justement quand on dit techno, musique électronique et tout, on a l'impression de trucs qui s'écoutent. Et moi, ça me paraît un peu bizarre avec ce que tu nous expliques sur l'univers où les gens se créent des images et tout, machin. En général, en fait, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise image, mais je le dis parce qu'il y en a peut-être d'autres qui ont la même mauvaise image que moi. Pour moi, la techno, c'est des trucs qui s'écoutent en teuf, en club, mais pas forcément posé chez toi sur son canapé, en train de relire du Agatha Christie, quoi. En fait, c'est une très bonne question. Et moi, j'ai un point de vue de la techno qui est extrêmement large. Je pourrais même, ça va peut-être faire râler certains artistes ou certains connaisseurs, mais je pourrais même dire que la techno se définit par le simple fait qu'il y a un kick tous les temps, en fait, sur une boucle de 4. Et donc, ça donne un spectre super large qui peut être à 110 BPM ou à 170, avec une intensité extrême ou alors avec une douceur très juste. Je me situe plutôt dans la deuxième option, qui est une techno vraiment pas lente, mais assez calme, mine de rien. Et l'idée, c'est pas d'aller tabasser le public. Il y a de la grosse hardcore qui tatane. C'est plutôt d'aller vraiment accompagner les gens sur un jeu entre l'attention, la résolution. Donc il y a forcément des moments où c'est un peu plus énergique que d'autres, mais globalement c'est plus l'histoire d'un chemin plutôt que de juste envoyer des tracks qui cassent le club, comme on peut dire. D'ailleurs, en parlant de club, tu joues au Bikini le 29 novembre. Oui, tout à fait, ouais. Tu vas jouer quel... C'est un live, du coup, tu joues en live? Ouais, je vais faire un live. Ça sera un petit peu particulier parce que j'ai un créneau de 2 heures. Ok. Très rares ont été les lives de 2 heures que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est un défi cool parce que j'ai l'impression d'avoir 2 facettes, surtout en ce moment, entre notamment le produit dont je vais vous parler, qui est très organique, très home listening finalement, et aussi une facette de moi qui est de plus en plus techno, de plus en plus club, et où je m'adapte volontiers en fonction des dates, des propositions que j'ai, des endroits où je joue. Là, l'enjeu, ça va être de mêler un peu tout ça, et donc peut-être de commencer par un truc assez voyage, le temps d'accueillir les gens dans la salle, parce que je commence dès l'ouverture, et de finir peut-être sur le climax de ce que j'ai à proposer, où là, ça sera plus une question d'intensité et de contraste. Pas trop la pression, mais c'est quand même une grosse salle. D'ailleurs, on embrasse Hervé, Fabi et toute la bande du BIC, quoi. Pas trop la pression parce que j'ai eu la chance de le faire quelques fois auparavant. Au final, ma plus grande pression, c'est moi-même et cet enjeu-là, d'essayer de proposer quelque chose d'un poil différent. Et le fait qu'il y ait toute ma famille et ma belle famille qui se déplacent pour l'occasion. Et j'avoue, je trouve ça plus stressant de jouer pour 10 personnes que l'on connaît plutôt que de 1000 qu'on ne connaît pas finalement. Pour citer Mousse de Zebda, il y avait une phrase que moi je trouvais très juste, c'est de toute façon un concert ça vaut 6 mois de répète. Et je trouve qu'il a largement raison là-dessus, quoi. Ouais. Tout à fait. Alors, puisque tu es un passionné de musique de film et de films, tu as déjà vu le film La Plateforme? Oui. Alors, si tu ne devais choisir qu'un seul repas jusqu'à la fin de ta vie, ce serait lequel? Ah, c'est chaud, ça. Tu l'as vu, ce film? Ouais, les deux, ouais. Je dirais la pizza. Ah, alors, toi aussi? Ouais. Ananas? Non, alors non. La pizza, c'est assez global comme repas, quoi. Je veux dire, il y a du pain, il y a des légumes, on peut y mettre des protéines. Ouais, tu rajoutes de la glace dessus et t'as le dessert. Bah ouais. Ou un peu d'ananas. Voilà, sur une part, à la limite. Voilà. Ouais, je crois la pizza, ouais. La pizza, ouais. Bon, plaisir tout particulier pour la pizza, hein, de manière générale, mais je trouve ça assez complet en plus. Ok, c'est intéressant. Quel est ton film préféré? Joker. The Joker ou Joker Joker qui est sorti là il y a quelques années, il y a 5-6 ans, non? Oui. Ouais. C'est un peu flou, hein, je sais pas. Ce Joker-là. Ouais, ce Joker là, ouais. Avec Joaquin Phoenix. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, Okay. complètement. Parce que
bon, au-delà de l'esthétique du monde que j'adorais déjà à travers un peu le regard de The Dark Knight et tout, et ce rapport à la musique qui avait été approché par Hans Zimmer au départ, là ce qu'on propose c'est un point de vue complètement opposé à la gestion des émotions en fait. Le fou n'est pas si fou, enfin c'est tout un jeu de regard et j'ai été vraiment touché par ce film. J'en ai d'ailleurs la trace ici et okay. c'est un truc qui m'a vraiment parlé fort encore aujourd'hui, quoi. Et t'as vu La Folie à 2 ou pas? Non. Franchement, je l'ai vu. Je trouve pas si nul. Enfin, ah ouais, il y a eu des critiques affreuses, horribles, et franchement, je l'ai vu. Il est pas si nul du tout que ça. Je regarderai des choses. Alors, il est très comédie musicale, effectivement, mais ça va vachement bien, je trouve, avec la thématique et le film, en fait, et les personnages, en vrai. Donc, c'est pas, je l'ai pas trouvé nul du tout. Je le regarderai, mais j'avoue, moi, l'aspect, en plus, c'est con parce que j'avais lu entre les lignes. Ouais. J'ai vu sorti le 5 octobre, j'ai vu ça en septembre. Moi, je comptais les jours, j'attendais que ça. Et le 5 octobre, j'ai dit à ma copine, viens, on va le voir. Et en fait, elle venait de dire que c'était une comédie musicale. Et j'avoue, moi, ça m'a coupé parce que... Alors moi, je déteste les comédies musicales au cinéma. Là, ça m'a pas vraiment dérangé. Et je trouve que ça va assez bien avec justement la côté folie. Et tu sais, c'est pas juste une comédie musicale. Ça va complètement avec leur folie. Je vais pas spoiler le film, mais ça va complètement avec leur folie, justement. Après, effectivement... C'est autre chose, quoi. Ça chante beaucoup. En fait, c'est toujours l'enjeu... c'est pas si mauvais. C'est toujours l'enjeu, je trouve, quand on aime tellement un film... D'avoir un deuxième tome ou une deuxième version, c'est dangereux un peu. Non, je suis d'accord. Mais après, j'ai eu tellement de critiques horribles que je m'attendais vraiment à un navet, en fait. Donc c'est peut-être ça. Du coup, j'ai peut-être le contraire où je dis, bah non, en fait, c'est pas si mauvais. Mais du coup, ça me donne envie de le regarder. Je le regarderai quand même, au moins pour me faire mon propre. C'est pas si nul. Justement, est-ce qu'il y a un film, en fait, que t'aimais pas du tout et qu'en fait, en vieillissant, en le rematant et tout, quelques années après, t'as changé complètement d'avis et tu as trouvé bien? Ah, j'ai pas de... Il y a rien qui me vient. Je pense que oui, forcément, parce que des trucs qui me touchaient pas à l'époque me touchent. Je pense que c'est l'histoire un peu de tout le monde. Hein. On avance, on comprend des problématiques ou pas. Mais là, j'ai rien qui me vient. Mais c'est sûr qu'il y en a, et notamment vis-à-vis de la musique. Je sais qu'il y a des films que j'ai pas forcément aimés dans l'histoire, dans le storytelling ou dans le jeu, mais où la musique apportait quelque chose de super touchant pour moi, et du coup, j'en trouvais que c'était un bon film. Ouais. Tout à fait. Donc ton film préféré, voilà. Est-ce que il y a un clip pour le coup, puisqu'on reste toujours dans l'image. Est-ce qu'il y a un clip qui t'a marqué ou pas spécialement, qui serait une référence peut-être pour toi aujourd'hui? Non, en fait, je suis très peu consommateur de clips. J'en ai regardé. En fait, les moments où j'ai regardé des clips, c'était assez récemment. C'était quand je voulais en faire et qu'on avait besoin de peut-être pas forcément d'inspiration directe, mais au moins de cadre de discussion avec les équipes avec qui je travaillais. Il y a un clip de Lorne, je crois que c'est Lorne, l'artiste un peu entre l'électronique, le dubstep, c'est assez étrange. Mais je saurais même pas dire le titre du track, mais et en fait il y a une esthétique extrêmement américaine, une nuit très bleue, c'est dans une station d'essence avec des néons et tout, et c'est juste ce côté là de la nuit éclairée qui m'a vraiment interpellé. Mais de là à dire que c'est une référence, pas forcément. C'est un des trucs dont je me souviens qui m'a marqué. Mais t'es pas trop clip, quoi. Pas trop clip, non. Ok. Alors, si tu pouvais te téléporter immédiatement, tu irais où, toi? Là, on te dit, voilà, tu peux... En Scandinavie, je crois, ou en Islande. Ah bon? Ouais. Ah oui, Ouais, c'est des, je sais pas. Ah ouais. Et sinon, t'es frileux? Ouais, en plus, je suis pas, enfin, je veux dire, je suis pas plus heureux l'hiver que l'été. C'est très beau et c'est très cher d'y aller, donc t'as raison de pouvoir te téléporter gratuitement là-bas, c'est quand même cool. Ça, et non, et c'est un rêve d'un jour pouvoir peut-être louer un endroit ouvert sur la nature et d'y faire une sorte de résidence créative. Et si j'en viens à pouvoir faire ça sera dans ces pays-là, c'est sûr. Ouais. Et moi, je trouve que c'est vachement intéressant tout ce qu'il nous a dit, mais moi, du coup, je suis curieux d'écouter ce qu'il fait. Alors, j'ai juste une dernière question. Après, on écoutera si ça te Non. Bon, bah voilà, vas-y, joue. Non, vas-y. Une question. Si tu pouvais redonner vie à un personnage de fiction, donc donner vie tout court, là, ça serait qui? T'aurais le choix, là, on te dit, voilà, tu peux donner vie à un personnage de BD, de film, de dessin animé qui n'existe pas. Et là, tu peux le rendre réel, comme ça. Ça serait qui? Le personnage Le Joker, on va éviter parce qu'il va foutre un peu le bordel. Le personnage principal de Shutter Island pour lui demander ce qui s'est vraiment passé. Ah ouais, bien vu.
Parce que je trouve la fin, même si la fin nous guide quand même vers une analyse, il y a des petits signes, notamment cette image du phare à la fin ça fout le bordel et j'aimerais bien être sûr que c'était bien ça et que c'est pas une sorte de double plot twist. Ouais. C'est vrai. Bah merci, bah on peut... On écoute, à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que tu vas nous pas chanter? Alors je vais pas vous chanter du coup mon prochain morceau qui s'appelle Daylight. Bon, comme le titre l'inspire, c'est un peu lié à un truc assez lumineux. Alors c'est relatif. Je suis pas le mec le plus joyeux dans sa musique, mais du coup c'est un peu un contraste. C'est un peu plus lumineux que ce que j'ai l'habitude de faire. Okay. Et on parlait d'Islande il y a 3 minutes. C'est aussi on va dire une tribute un peu personnelle à Olafur Arnalds, qui est peut-être un des mecs qui m'inspire le plus sur cette planète. Il vient de là-bas et vous allez, si vous connaissez Olafur Arnalds, peut-être reconnaître un peu le son de piano très feutré qui est inspiré de ça. Voilà.
Bravo Alson d'avoir été avec nous sur le plateau de Toulouse et vous, Culture et vous. On te retrouve sur toutes les plateformes, j'imagine, et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et merci à vous pour l'accueil, c'était super. Merci Mina. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de la Redbox, à la régie. Exactement, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Toulouse et vous.